OK. Il est pas mal le temps, donc je me lance. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment content de vous présenter. Puis sérieux, j'avais hâte de vous faire ma présentation. J'ai écouté plein de belles présentations dans les derniers, en fait, depuis hier. Et puis, je pense que j'apporte quelque chose d'un peu différent à tout ce qui a été discuté. Mais c'est un peu un angle différent, mais on va toujours dans le même sens. Donc, j'avais quand même hâte de vous parler d'ingénierie produit comme moteur de succès. L'ingénierie produit, c'est un concept qui n'est pas très connu, qu'on ne parle pas beaucoup, mais pourtant, je suis pratiquement convaincu que vous faites tous de l'ingénierie produit, ou presque tous. Donc, je vous laisse ça comme ça. Je me présente. Je m'appelle Raphaël Van Covenel. Donc, je ressemble à ça, mais aujourd'hui, dans le cadre du Movember, je tiens à remercier le Movember et l'Agile Tour de s'être synchronisé pour vous offrir cette belle moustache. Donc, je suis directeur produit chez Nexap et fondamentalement, je m'intéresse beaucoup au concept de valeur. Donc, on livre de la valeur, on essaye de maximiser la valeur livrée, mais pourtant, la valeur, qu'est-ce que c'est? C'est un concept un peu là, dans les airs, c'est très subtil qu'est-ce que c'est la valeur. Pourtant, quand on utilise un produit ou un service qui nous offre de la valeur, on peut avoir un bon feeling de se dire hey, ça me sert à quelque chose, ce produit-là, ce service-là m'aide dans la vie de tous les jours, puis va m'apporter cette valeur-là. Mais définir un processus qui va constamment apporter de la valeur, c'est ça le but de l'agilité, c'est le but de toutes les entreprises, mais c'est difficile pour y arriver. Et fondamentalement, moi, dans la vie de tous les jours, je travaille beaucoup avec des équipes de développement logiciel, équipes produits, équipes de design, et tous ensemble, on fait de l'ingénierie produit. Donc, petite mise en bouche, contexte d'aujourd'hui, je l'ai souvent entendu là, depuis hier, donc on est dans des temps incertains, on parle de récession, inflation, mise à pied, donc plus que jamais, tous les dollars investis par une entreprise sont vraiment importants. Donc, on dit cash is king, de là ma petite dollar avec la couronne, mais fondamentalement, l'argent qu'on investit est plus que jamais important. Et dans la réalité, là, c'est sûr qu'on est dans des temps incertains, mais en pleine croissance, aussi, ce concept-là est important. Donc, on en parle encore plus aujourd'hui, mais fondamentalement, c'est toujours important de penser, d'investir le mieux possible notre argent. Donc, ce que les entreprises vont se concentrer à faire, c'est d'être le plus efficiente possible dans leur livraison de valeur. Et, finalement, ça ne marche pas, le clicker. Et générer le plus de valeur possible pour les utilisateurs et l'entreprise. C'est tout beau ça sur papier, mais sérieusement, c'est très difficile à accomplir. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette statistique-là, mais ce n'est pas tout ce que vous allez livrer qui va fonctionner. On a des grandes entreprises de ce monde, Airbnb, Microsoft, Amazon, qui vont avoir un taux d'échec très important, dans le sens qu'on va livrer une fonctionnalité, puis ça n'atteindra pas l'objectif qu'on s'est fixé. On va même jusqu'à dire que c'est la nature du développement de produits de se tromper. En gras, donc, se tromper, c'est lourd de sens. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de se tromper? Donc, il y a deux choses à considérer dans le concept de se tromper. Donc, il y a se tromper sur les outcomes. Donc, on va vouloir développer une fonctionnalité, par exemple un dashboard, puis on va se dire, OK, avec ce dashboard-là, on va avoir plus d'utilisateurs, ou on va améliorer la rétention, diminuer le churn. Donc, ce dashboard-là, c'est ça que ça devrait faire. On devrait atteindre cet objectif-là. Et dans la réalité, on va développer la fonctionnalité, mais on n'atteindra pas l'objectif qu'on s'était fixé. Et
le deuxième élément, c'est relié au output, c'est-à-dire ce dashboard-là, je pense que ça devrait prendre à peu près 2 mois à le développer. Dans la réalité, il va se passer toutes sortes de choses et ça pourrait prendre, par exemple, 4 mois à développer ce dashboard-là. Donc, on peut se tromper tant au niveau outcome que output. Donc, si on revient à la base, donc au niveau du output, on a comme équipe toujours une probabilité de livrer une dite fonctionnalité dans, mettons, les 2 mois qu'on s'était dit. Et on a toujours aussi une probabilité d'atteindre notre objectif. Et puis là, je mettais l'exemple d'Amazon. Donc, si vous avez les mêmes processus qu'Amazon, vous êtes à leur niveau, bien, vous avez à peu près 50% de probabilité d'atteindre le succès que vous étiez fixé en construisant cette fonctionnalité-là. Et de l'autre côté, au niveau de l'entreprise, on a toujours des attentes de prédictibilité. Dans le meilleur des mondes, on serait prédictible sur la livraison et on serait prédictible sur le succès en général de nos différentes fonctionnalités. Vous voyez un peu se dessiner la trame de fond. Donc, d'un côté, on est pas mal certain de se tromper, tant au niveau du output que du outcome. Et de l'autre côté, bien, au niveau de l'entreprise, on aimerait se tromper le moins possible. Se dessine un petit problème. Et un problème assez fondamental, dans le fond. Et c'est pour ça que je vous parle d'ingénierie produit aujourd'hui. Premièrement, donc, c'est quoi l'ingénierie produit? Peut-être que vous l'avez googlé en regardant ma présentation, c'est quoi ça l'ingénierie produit? Si on demande à ChatGPT, donc la conception, le développement, la gestion, l'amélioration du produit logiciel, d'un produit logiciel spécifique, donc c'est une définition qui est très large, fourre-tout. Ça touche les produits hardware, produits logiciels, donc c'est très, très large. Et moi, ce que j'espère faire avec vous aujourd'hui, c'est d'être un petit peu plus spécifique par rapport à ça. Donc, commençons par ce que ce n'est pas l'ingénierie produit. Donc, ce n'est pas attaché à une méthodologie. Que vous fonctionnez en Scrum, Kanban, Safe, ce n'est pas relié à ça. Donc, peu importe votre méthodologie, ça va s'appliquer l'ingénierie produit. Ce n'est pas aussi le rôle d'une personne. C'est toujours le rôle d'un groupe de personnes. Par contre, vous avez peut-être déjà entendu parler du rôle d'ingénieur produit. C'est un vrai rôle qui est en train de se créer de plus en plus. Ce n'est pas quelque chose que je vais adresser aujourd'hui, mais qu'on pourrait faire d'ailleurs une conférence juste à ce niveau-là. Et il y a le concept de mentalité produit. Puis ça, c'est propre à tout le monde ici dans la salle. Donc, si je creuse un petit peu juste dans la mentalité produit, donc c'est le mindset de constamment maximiser la valeur livrée à l'utilisateur et à l'entreprise, et le faire en étant conscient du système dans lequel on est, qui est toujours en évolution. Donc, le système, c'est les différentes équipes avec qui vous travaillez. Il y a une équipe de vente, il y a une équipe marketing. Donc, vous êtes dans un système. Et en plus, pour se rajouter un peu de fun, ce système-là qui est vrai aujourd'hui, bien, la semaine prochaine pourrait être différent. Fait que tu évolues dans un système, tu veux maximiser la valeur et il faut que tu en sois conscient et surtout, on peut tout comprendre ça, mais qu'est-ce que ça impacte dans mon travail, dans les décisions qu'on va décider de prendre ou ne pas prendre dans notre travail? Est-ce que je développe ça? Est-ce que je ne développe pas ça? Est-ce que ce serait la bonne décision à prendre? Donc, cette mentalité produit-là, c'est toujours se poser la question, comment on maximise la valeur tout dépendamment de notre contexte. Plus haut niveau, l'ingénierie produit, c'est comment on collabore en équipe et comme individu pour maximiser la valeur livrée. On souhaite toujours améliorer notre pourcentage de probabilité de livrer le plus tôt possible et notre pourcentage de probabilité d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Les 3 points critiques que je vais vous parler dans cette présentation, c'est quoi le problème qu'on essaie de régler? Première chose fondamentale, comment on résout le dit problème et comment on interagit, je dirais, là, si je reprends les mots d'Antoine Lefrançois, entre les gens d'affaires et les équipes. Donc, je commence avec, c'est quoi le problème qu'on essaie de régler? Le problème qu'on essaie de régler, c'est toujours un problème que les utilisateurs vont vivre. Puis là, c'est important de le comprendre parce que
peu importe là, si vous développez littéralement des fonctionnalités que les gens vont utiliser, que vous travaillez dans le back-end, dans l'infra, peu importe sur quoi vous travaillez, c'est supposé amener quelque chose de différent à vos utilisateurs. Un nouveau comportement, quelque chose de plus qu'il va être capable de faire, qu'il n'était pas capable de faire avant, un pain qui avait un problème qu'il avait, que là, maintenant, avec la nouvelle chose que vous allez développer, va régler ce problème-là. Donc, je dis souvent à la blague, là, pas de problème, pas de produit. T'sais, si on développe quelque chose, c'est qu'on est supposé de régler on est supposé de régler un problème. Puis même si vous développez exactement, on dit il faut que ça soit seamless, là, on veut exactement la même chose qu'avant. Seamless, c'est quelque chose, c'est important là, pour que ça soit seamless. Il faut quand même se poser des questions et on s'intéresse quand même à nos utilisateurs. Donc, je me suis posé la question, pourquoi c'est important que l'équipe s'intéresse aux utilisateurs et à leurs problèmes? Là, on peut se faire un dessin, on peut se dire quand même, bon, on avait les deux éléments de output et de outcome. Bon, si les équipes s'intéressent un peu plus aux utilisateurs, à leurs problèmes, on peut voir, là, ils vont sûrement être motivés un peu plus. Là, ils vont être motivés pour régler ces problèmes-là plus rapidement. Donc, ils devraient livrer un peu plus vite. Et au niveau des outcomes, on pourrait se dire, ah ben l'équipe, vu qu'ils connaissent les utilisateurs, ils vont mieux comprendre leurs problèmes, donc ils devraient développer quelque chose qui va leur donner un intérêt, qui va leur régler justement le problème, qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Fait que fondamentalement, ça devrait être bon. En fait, c'est plus que bon. C'est quelque chose qui est sorti très fort dans le State of DevOps de 2023. C'est probablement une des réalisations les plus importantes. Les équipes qui ont un fort focus sur les utilisateurs vont avoir une performance organisationnelle 40% supérieure. Donc, ce n'est pas des petits chiffres, c'est quand même super important. Et en plus de la performance organisationnelle, on peut voir une meilleure satisfaction des gens qui travaillent dans les équipes sur leur travail. Et si vous avez déjà vu le State of DevOps, il y a toujours plein de différentes métriques qui viennent être évaluées, que ce soit la performance organisationnelle, la performance des équipes, les différents processus. Et on peut voir là, que le focus fort sur les utilisateurs va augmenter, permettre d'avoir des meilleures statistiques, si on veut, sur tous les différents éléments. La seule chose qui diminue, c'est les burn-out et on souhaite quand même diminuer les burn-out. Donc, si je reviens un peu plus là, dans votre contexte, je reprends une boucle typique là, de livraison. On va toujours avoir un moment où est-ce qu'on va faire de la découverte. Fait qu'on va décider qu'est-ce qu'on va construire. Normalement, c'est un processus on va avoir une certaine forme de data. On va imaginer un PO, un designer, on va faire des petites maquettes, on va aller chercher du feedback. On va s'intéresser à qu'est-ce qu'on va construire, puis là, on va prendre une décision. Et par la suite, l'équipe de développement va le livrer. Donc, un peu, je dirais, séparé entre les deux. Un des éléments importants, un premier step qui peut vraiment beaucoup vous aider, c'est de réserver une portion de temps pour que l'équipe de développement s'intéresse plus aux utilisateurs. Fasse partie avec l'équipe PO design, comprendre le data qui est pris pour décider qu'est-ce qu'on va construire ou non et participer beaucoup plus en amont sur qu'est-ce qu'on va construire en tant que tel. Et là, je vous vois déjà, là, bon, moi dans mon équipe, Raph, là, les développeurs, là, ils aiment ça qu'on leur donne des tâches, puis ils aiment ça qu'on les livre. Puis là, je ne sais pas, les amener avec moi là, dans ce processus, ça ne serait pas nécessairement facile. Je vous le dis, je l'ai fait plusieurs fois, il y a toujours quelque chose de très intéressant qui sort. Je ne vous le cacherai pas, là, oui, il y a certains développeurs qui ne s'intéressent pas vraiment à l'aspect produit, mais il y en a toujours qui vont sortir beaucoup plus fort et qui vont en fait justifier cet investissement-là fois 1000 parce qu'ils vont vraiment s'intéresser aux problèmes des utilisateurs, ils vont s'engager un peu émotivement à ces problèmes-là et vont vouloir vraiment les régler. Puis en fait, vous, comme équipe produit, ça va vous permettre d'un peu de empower l'équipe et leur déléguer certaines étapes de découverte qui va vous aider à mieux focusser sur ce qui est en avant.
Donc, c'est vraiment un investissement qui vaut la peine. Des fois, on se dit, je ne sais pas comment que je le ferai, mais essayez-le. Puis ça ne va peut-être pas marcher du premier coup, mais n'hésitez pas à amener l'équipe de développement avec vous en amont dans cet aspect de découverte-là. Là, je ne me fais pas de fausses idées non plus, là. Je sais que beaucoup d'entre vous, dans des contextes de plus grandes entreprises, ne seraient pas nécessairement en contact avec des utilisateurs. Puis là, quand je dis contact avec des utilisateurs, ce n'est pas nécessairement de leur parler, d'être avec eux là, dans un meeting d'entrevue utilisateur. C'est plus de se dire comment je connais leurs problématiques, le data que vous avez analysé pour décider qu'on va aller de l'avant ou non. Je vous recommande, comme équipe de développement, de quand même poser des questions. Pourquoi on est en train de développer ça en ce moment? Pourquoi c'est important pour l'utilisateur? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie qu'on développe ce qu'on est en train de développer? Puis, c'est surprenant à quel point on n'a pas toujours les réponses. Puis même peut-être au niveau PO de ça. Puis alors qu'on doit avoir cette information-là avant de commencer le développement, c'est primordial. Je vous incite à poser des questions. Vous n'aurez pas toujours les réponses du premier coup, là, mais n'hésitez pas, posez des questions. Pourquoi on est en train de faire ça? Pourquoi c'est important pour l'utilisateur? Et le deuxième élément que je vais vous parler, c'est pourquoi c'est important pour l'entreprise. Donc, il y a toujours une valeur pour l'entreprise dans ce qu'on est en train de développer. Oui, c'est sûr qu'il y a de la valeur pour l'utilisateur, mais comme entreprise, on a une vision, on veut aller à quelque part, on a des objectifs qu'on s'est fixés, qu'on veut atteindre. Peut-être qu'il y a des parts de marché qu'on veut aller chercher, on veut aller prendre à nos compétiteurs. Et il y a tout l'aspect, si on veut signer un contrat avec un client ciblé, donc on pourrait vouloir comme entreprise certains éléments plus spécifiques qui vont nous apporter de la valeur. Peu importe en fait là, ce que l'entreprise va avoir comme valeur et va vouloir, dans quelle direction elle va vouloir aller, en bout de ligne, on va développer quelque chose pour des utilisateurs. Fait que ça ne sépare pas les deux, ce n'est pas un ou l'autre, c'est vraiment les deux ensemble. Comment on est capable de bien comprendre la valeur de ce qu'on va développer pour l'entreprise et comment ça va apporter cette valeur-là pour les utilisateurs. Donc, pour faire un petit wrap-up de cette section-là, donc comme équipe, comment on peut maximiser la valeur? Donc, je dois comprendre mes utilisateurs, le problème que j'essaie de régler et les objectifs de l'entreprise. Idéalement, au niveau affaires, entreprise, on devrait tendre vers structurer des équipes qui permettent d'avoir accès plus facilement aux utilisateurs et bien communiquer la valeur pour l'entreprise qu'on essaye de générer. Bon, on a parlé du problème, il faut décrire le problème, mais ça se passe dans l'action. Puis l'année dernière, j'ai fait une conférence qui était expérimentée en continu. Donc, j'avais cette slide-là, je l'aimais bien, Experiment or Die, c'est brutal un peu. Fait que c'est important pour une entreprise de connaître rapidement ce qui va fonctionner de ce qui ne va pas fonctionner. Donc, oui, on doit définir le problème, oui, on doit le connaître, mais c'est dans l'action que ça se passe, puis qu'on va aller valider ce dit problème-là. Donc, on doit résoudre le problème qui est la deuxième partie. Donc, deux concepts importants dans le monde de l'ingénierie produit. Donc, le premier concept, c'est ce que j'appelle les équipes de gestion produit. C'est la partie opérationnelle du produit. Donc, c'est les équipes de développement. C'est ceux qui vont vraiment développer le dit produit en ayant en tête les utilisateurs et la valeur de la business. Et fondamentalement, on va essayer de livrer des petits morceaux en continu. Donc, typiquement, c'est des équipes qui sont constituées de PO, analystes, développeurs, designers, Scrum Master. Peu importe qui fait partie de l'équipe de développement, c'est vraiment l'équipe qui va développer le produit. Et en amont, il y a la partie stratégie produit. Donc, c'est bien sûr la partie stratégique, mais on va définir les grands objectifs qu'on essaye d'atteindre et un plan high level de comment on va y arriver. Donc, c'est super important. C'est là où est-ce qu'on prend des grands paris, c'est là où est-ce qu'on décide où est-ce qu'on s'en va. Normalement, on parle de product manager, directeur produit, VP produit. Dans les plus petites entreprises,
les présidents qui prennent directement des décisions sur la stratégie. La gestion produit et la stratégie produit, c'est deux concepts qui existent toujours. Dans le sens que ça s'applique pour vous en ce moment, même si vous n'en êtes pas nécessairement conscient. C'est deux concepts qui se complètent. Donc, on a besoin de la gestion produit et de la stratégie produit. Et les deux, c'est la petite boucle, on doit se feeder ensemble pour toujours avancer. Les deux concepts sont très importants pour maximiser la valeur ajoutée aux utilisateurs et à l'entreprise. Donc, je l'affiche là un peu dans une ligne du temps, mais pour que vous puissiez le voir, c'est quoi l'ingénierie produit. Donc, si je parle de la découverte, de la livraison, le cycle que je parlais tout à l'heure, donc ça, c'est ce que j'appelle la gestion produit. En amont, on a la stratégie produit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le Opportunity Solution Tree. Nous, c'est un outil qu'on aime bien utiliser pour passer de où on veut aller, fait que le outcome qu'on souhaite atteindre, jusqu'aux plus petites expérimentations. Ça a été popularisé par Teresa Torres, quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Continuous Discovery Habits, très intéressant, que je vous recommande d'ailleurs. Et puis, en fait, c'est ça, comme je disais, on part du outcome désiré. Par la suite, les opportunités, c'est des problèmes, des besoins ou des désirs que les utilisateurs ont. On va fragmenter ça en solutions. Donc, ces solutions-là devraient régler les problèmes qui devraient permettre d'atteindre l'objectif qu'on souhaite atteindre aussi. Et à la toute fin, on va faire des expérimentations. Les expérimentations, juste pour vous donner une ordre de grandeur, de la façon dont je les conçois, c'est des morceaux qu'on va livrer en l'espace d'à peu près une journée à une semaine. C'est des petits morceaux qui vont nous permettre d'aller dans la direction, d'atteindre, de développer nos solutions. Donc, au niveau de la stratégie produit, on va bien sûr fixer les objectifs à atteindre, mais on va définir les grands paris qu'on veut attaquer, les grandes choses qu'on va vouloir faire. Le mot pari est critique, je vais dire pour ma présentation. Là. Donc, quand on développe quelque chose, quand on pense à des solutions, on n'a pas de certitude que ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un pari, c'est qu'on a une hypothèse. Tout à l'heure, je parlais de mon exemple de dashboard. J'ai une hypothèse qu'en développant mon dashboard, je vais atteindre tel résultat. Mais c'est des paris qu'on fait. Puis c'est un gros paradigme que je vais réutiliser plus dans la présentation. Donc, le mindset de penser en pari, c'est ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que je développe ça, mais ça ne se passe pas comme prévu. Donc, en tant que stratégie produit, on essaye de penser dans nos grands paris qu'on veut attaquer. Du côté de la gestion produit, on prend, étant donné qu'idéalement, on est conscient des opportunités, donc on est plus conscient de ce que les utilisateurs vont vivre, leurs problèmes, leurs besoins, on va traduire les grands paris et on va faire des plus petits paris qui vont nous permettre d'aller atteindre ces éléments-là. Et fondamentalement, on livre en continu. En fait, on tend à livrer en continu. Donc, le plus petites expérimentations possible, on essaye de fragmenter ces éléments-là, être le plus granulaire possible. Et le but là-dedans, puis je le sais, là, probablement que vous dites, OK, là, on met en prod à tous les mois, à quel point c'est important là, de travailler en petits morceaux. Puis là, le but dans ma tête, dans l'aspect de livrer en continu, c'est vous allez aller dans cette direction-là. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand vous allez aller vers livrer des plus petits morceaux le plus rapidement possible en prod. Donc, plus vous êtes capable de travailler comme ça en amont de votre côté, le plus vous allez aider votre entreprise dans le futur. Puis, juste là pour le dire, en passant, là, vous êtes capable de le livrer dans d'autres environnements, par exemple staging, pré-prod, peu importe quel environnement vous avez. Et le but, c'est toujours d'avoir la capacité de le faire. Même si vous n'êtes pas capable de le mettre en prod, fondamentalement, avoir la capacité de le faire, c'est très important. Côté stratégie produit, donc à éviter, être trop micro. C'est déjà une job très difficile. Définir où on s'en va, c'est quoi les paris qu'on va faire, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre, c'est déjà une job qui est très complexe. Comprendre dans quel
le système dans lequel on est, la compétition et tout. Donc, je disais, j'ai vu beaucoup de PM aller définir des stories ou aller avoir des critères d'acceptation. Quand on est trop micro, on perd la vue sur où on doit aller. Donc, c'est très important de rester plus high level et mal communiquer pourquoi on fait les choses. C'est sûr et certain que ça aide pas d'aller dans la bonne direction. Côté gestion produit, pensez que votre travail, c'est seulement de livrer votre tâche. Là, je suis un peu brusque là-dedans, là, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand on fait une story comme PO, par exemple, on ne fait pas juste notre job de faire une story, on veut aller vers un incrément de valeur. C'est le mindset. Quand je fais une maquette comme designer, quel objectif j'essaie d'atteindre? C'est quoi la valeur pour l'entreprise? C'est quoi le besoin de l'utilisateur? Donc, toujours remettre notre travail dans le contexte de je veux livrer de la valeur. Je ne veux pas juste livrer une tâche, je veux que ça aille dans la direction de la valeur. Et, bon, les petits pièges que vous connaissez déjà, donc, mais la suringénierie. C'est très facile. Là. Puis là, on pense souvent justement aux développeurs. On a-tu besoin de tout construire ça pour notre expérimentation, pour notre solution? Mais j'ai vu beaucoup de stories avec des 25, 30 critères d'acceptation. Puis la suringénierie, c'est pas juste le développeur qui va le faire, c'est tout le système qui fonctionne en suringénierie. J'ai besoin de tout ça pour livrer quelque chose à mes utilisateurs. Donc, toute l'équipe doit penser en plus petits morceaux. Deuxième élément dangereux, pardonnez-moi en tout cas, le scope creep, le glissement de portée en bon français. Donc, les fameux tant qu'à. Oh, tant qu'à être ici, je vais faire ça. Ou, oh, hey, je vois tel edge case. Je sais que la story ne répond pas à ça. Je vais glisser un edge case directement dans la story pour ajouter quelque chose d'autre à faire. Donc ça, c'est sûr et certain que ça nuit beaucoup à livrer en plus petits morceaux. Et en plus, ça ne laisse pas l'opportunité de déprioriser. Parce que le edge case, on veut-tu vraiment le régler en ce moment? Ou c'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir faire plus tard? Là. Donc c'est important de bien l'identifier pour permettre, c'est une priorité d'attaquer ça ou non. Et ces deux éléments-là, la suringénierie, le scope creep, c'est des éléments qu'il ne faut pas oublier que ça a un effet maintenant, mais ça a un effet aussi sur le plus long terme, parce que plus on construit de choses, plus après c'est à maintenir, ou c'est des trucs qu'on va avoir à garder plus longtemps. Fait que ça n'a pas juste un impact sur le délai de livraison, mais tout le temps après, ça va vous nuire. Dernier élément, donc pour la gestion produit, ne pas prendre en compte le concept de retour sur investissement. Puis là, c'est un peu tricky, là, mais c'est pas tout le monde là, qui communique ses attentes par rapport à l'investissement. Oh, je m'attendais que ça prenne 2 sprints. Là, puis là, on le réalise souvent après coup, comme là, je suis en train de travailler là-dessus. Puis c'est comme, OK, quand est-ce que tu penses que ça va être fini? Ah, ben, je pense que ça va prendre à peu près un autre sprint de plus. Ah, ben là, moi, je m'attendais que ça soit plus facile que ça. Je m'attendais que ça soit moins long. Oh, tabarouette. C'est important de comprendre quand on commence une tâche, c'est quoi l'attente d'investissement dans cette tâche-là. Puis peu importe si c'est communiqué ou non. En fait, c'est souvent, ça arrive après coup, que là, on a mal géré les attentes, puis il y a toujours quelqu'un qui va penser, moi, mon attente d'investissement pour ce dashboard-là, c'était 1 mois, puis je voyais un retour sur investissement, mais là, à 2 mois, non, je ne vois plus d'investissement. Donc, c'est important comme équipe de constamment penser à cet élément-là aussi. J'ai appelé ça la danse, mais l'exemple de danse entre stratégie produit et de gestion produit à travers quelque chose que j'ai trouvé très intéressant qui s'est passé avec Netflix. Donc, il y a quelques années, Netflix voyait ses utilisateurs se désabonner. Puis là, c'était bien sûr problématique dans le cadre de Netflix. Et ce qu'ils ont commencé à observer, c'est que les utilisateurs voyaient pas nécessairement ou ne se faisaient pas proposer du contenu intéressant, parce que bien sûr, Netflix, tu veux que les gens, dès qu'ils finissent une série, ils vont commencer une autre série, ils veulent toujours se faire proposer quelque chose qui va les intéresser. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'entreprise souhaite une diminution des désabonnements des utilisateurs, qui est le outcome qu'on vise. Les utilisateurs se désintéressent du contenu proposé ou ce n'est pas assez pertinent pour eux. Puis ça, c'était l'opportunité. Les utilisateurs vivent le problème.
Donc, côté implémentation, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de mettre un système de notation 5 étoiles sur les films. Donc, c'était la solution qu'ils ont décidé de faire. Puis, je veux dire, on s'en parle entre nous autres, là, ça fait plein de sens. Tu te dis, hey, les gens, ils vont aimer un film, ils vont mettre 5 étoiles, puis là, après, on va leur proposer des films comme ce film-là. Le résultat, très intéressant sur le comportement humain. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la réalité? C'est qu'ils regardaient un film, ils se faisaient proposer un film comme La liste de Schindler, puis là, ils se disaient, hey, La liste de Schindler, Oscar, c'est un grand film, c'est un bon film, fait que je vais mettre 5 étoiles. T'aimes-tu La liste de Schindler ou non? Non, non. Eux autres étaient comme, hey, c'est un bon film. Dans le monde des films, c'est un très bon film. Par contre, film d'Adam Sandler, je trouve ça drôle en crime, mais hey, c'est très accessible, c'est pas trop compliqué comme film. Fait que je vais mettre genre 2 étoiles sur 5. Dans la réalité, les gens écoutaient les films d'Adam Sandler. Puis là, ils se sont aperçus, hey, on demande aux gens de nous donner des notes, mais finalement, ils n'écoutent même pas les films qui ont mis 5 étoiles. Fait que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont vécu un échec. Le système de notation, ça n'a pas marché. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans ça, c'est qu'ils ont fait une expérimentation, ça n'a pas fonctionné comme prévu, puis c'est important d'apprendre. Donc, on va développer quelque chose, on va avoir un apprentissage. C'est pas que ça a servi à rien, ça a beaucoup aidé l'entreprise d'éliminer une solution parce que les gens ont compris que ce n'était pas le comportement que les gens avaient quand ils notaient des films dans Netflix. Donc, je parlais de résoudre le problème, mais moi, comme VP, je trouve ça bien intéressant là, ce que tu es en train de raconter, Raph. Il faut communiquer le problème, faut travailler pour le résoudre en plus petits morceaux, mais ça ne m'aide pas vraiment à savoir quand l'équipe va livrer. Ce qui est ma troisième partie. Donc, comment on interagit par rapport au problème. Donc, je dirais en amont pour savoir c'est quoi le problème et comment on interagit pour la livraison de ce dit problème. J'ai beaucoup parlé là, de l'équipe, donc qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux comprendre le problème, qu'est-ce qu'on doit faire pour livrer des plus petits morceaux de valeur en continu. Mais fondamentalement, si on revient à notre point de départ, il y avait des éléments où est-ce qu'on pouvait se tromper au niveau du output et du outcome. Et du côté de l'entreprise, il y a quand même des attentes de prédictibilité de livraison et de succès en général. Si je prends la partie output, fondamentalement, ce que la partie affaires s'attend, c'est que je vais prendre mon dashboard, puis je vais te dire, mon estimation, là, ça prend à peu près 1 mois à faire. Donc, on s'attend au niveau affaires que les équipes respectent le plan et livrent ça dans les temps qu'on s'est entendu. Donc, justement, on doit être prédictible pour livrer une fonctionnalité X à temps, comme on s'était parlé au début. Il y a 2 composantes importantes à considérer dans le concept de livrer à temps au niveau du output. Il y a bien sûr la livraison en continu, comme on se parlait tout à l'heure. Donc, prendre des petits morceaux, faire des petites expérimentations, puis ça peut devenir mesurable parce qu'on peut livrer tout le temps des petits morceaux puis les livrer constamment en continu. Par contre, les décisions produits, c'est quelque chose qui, par définition, va changer dans le temps. Puis en fait, si ça ne change pas dans le temps, il y a quand même un bon problème avec ça. Là. Donc, on va apprendre quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un risque qui va arriver qu'on n'avait pas évalué, il y a un bottleneck, il y a quelque chose qui va se passer pas comme prévu, puis on va devoir pivoter, on va devoir changer notre décision produit sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on peut être prédictible dans la livraison en continu, dans livrer des petits morceaux, mais au niveau décision produit, c'est pratiquement impossible à prédire. Ce qui m'amène à me poser la question, est-ce que ça doit être notre focus principal au niveau affaires? Est-ce que les gens livrent une fonctionnalité dans les temps qu'on s'était prescrit?
Si je tourne ça du côté outcome, qui vous me voyez peut-être venir, là, qui est comme un peu la direction qu'on souhaiterait aller, ben la réalité, c'est qu'il n'y a pas toujours d'attente à ce niveau-là. On a une attente que les équipes livrent des fonctionnalités dans les temps prescrits, mais pas que les fonctionnalités atteignent vraiment un objectif. Puis c'est quand même préoccupant. Puis la réalité, c'est que le focus est beaucoup plus sur la prédictibilité du output et de se commettre sur des dates qu'on va livrer. Je vais mettre mes lunettes roses, puis suivez-moi avec mes lunettes roses. Mais si ça reste que c'est des éléments super importants. Si je reprends mon Opportunity Solution Tree et que j'essaie de nous amener un peu plus de comment on pourrait se faire un plan grâce au Opportunity Solution Tree. Donc, on a nos outcomes, on a les problèmes qu'on essaie de régler, on a les grands paris qu'on veut adresser. Donc, les solutions, c'est nos paris, donc je veux miser là-dessus, et il y a nos différentes expérimentations qui nous amènent vers les solutions. Dans un monde idéal, on devrait tendre à fonctionner par des hypothèses de valeur avec des montants à investir pour atteindre cette valeur. Donc, mon dashboard, c'est un pari. J'ai le pari que ça va apporter telle valeur. Mais ce pari-là, ben moi, je suis prêt à investir 50 000 $. Peu importe le montant que tu es prêt à investir, quel est le montant que tu es prêt à investir pour aller valider si ça a la valeur que tu avais dans ta tête? Donc, le concept d'hypothèse de valeur, c'est de se dire, je vais aller dans cette direction-là, puis j'ai tel montant prêt à investir pour aller dans cette direction-là. Et, encore une fois, je reviens là-dessus, on travaille toujours de façon granulaire le plus possible pour aller valider, hey, attends, là, ton pari, il va-tu dans la bonne direction ou non? Parce que c'est important, puis dans le concept de tout ça, c'est qu'on ne sait pas si le pari du dashboard, c'est un bon pari. Donc, on ne va peut-être pas aller jusqu'au bout, on ne va peut-être pas le livrer au complet, peut-être qu'à la moitié, on va réaliser grâce à nos expérimentations que ben, le client, il disait qu'il voulait ses maquettes, puis tout le monde était content, puis là, rendu à la moitié, il est comme non, finalement, j'ai plus besoin de ça. Oh, tabarouette, là, ça change notre plan, puis ça nous permet de pivoter le plus rapidement possible. Donc, si on essaie de le placer sous forme de roadmap, donc on a toujours notre outcome désiré qu'on souhaite atteindre. On a des grands problèmes qu'on est prêt à investir dans ces problèmes-là pour régler le problème, ce qui est nos opportunités. Et on a des paris dans le temps qui vont être nos solutions, nos expérimentations, qui vont passer à travers la boucle de découverte et de livraison. Et encore une fois, quand on va faire notre pari, si ça ne se passe pas comme prévu, si le client, finalement, il n'en veut plus ou il a changé d'avis, il avait dit oui, je le voulais, mais finalement, il l'utilise, puis il est comme non, finalement, ce n'était pas ça que j'avais besoin, ça nous permet de dire bon, ben ce pari-là, il n'est plus bon, on peut pivoter et aller vers un autre pari. Donc, dans votre vie de tous les jours, là, fondamentalement, ça fonctionne un peu de la même façon. Là. On développe des produits, on développe quelque chose, mais c'est la mentalité de ça se peut que ça se passe différemment que ce que j'avais prévu et ça facilite le mindset de pivoter pour aller dans une autre direction. Par où commencer? Puis là, je me creusais la tête un peu de dire comment on est capable d'aller vers le outcome un peu plus. Moi, je suis un gros fan du bottom-up, de responsabiliser les gens, poser des questions, aller plus loin. Mais je vais être bien franc, là, si on s'attend, puis mon attente à l'équipe de développement, c'est que vous livriez un dashboard en 1 mois, bien, l'équipe, ouais, je vais faire une hypothèse de valeur sur que. Non. Tu vas livrer ton dashboard, tu vas focusser sur éliminer le bruit, on va livrer le dashboard. Si on veut aller vers un mindset d'hypothèse de valeur, ça doit commencer plus haut. Je parlais de la stratégie produit, ça peut être le monde des affaires, mais on veut aller dans une direction où est-ce qu'on va avoir des bets, des hypothèses de valeur qu'on va vouloir générer et un investissement qu'on est prêt à faire pour aller dans cette direction-là. La réalité à considérer, puis là, si j'enlève mes lunettes roses, puis c'est même pas, c'est vrai, c'est très réel. L'entreprise doit se faire un plan.
on doit coordonner le travail d'une équipe avec d'autres équipes, avec d'autres départements. On a un launch, il faut que les ventes, le marketing, il faut que tout le monde soit impliqué et aille dans cette direction-là. Donc, on doit savoir quand est-ce qu'on va livrer le output en tant que tel. Fait qu'on doit quand même avoir une idée à ce niveau-là. On veut avoir connaître les coûts versus les bénéfices que ça va nous apporter. Des fois, on veut aller chercher du financement. Le financement, il dit, je ne vais pas le financer si je ne sais pas à quoi ça ressemble. Fait que je comprends comme toutes les contraintes, on les vit tous dans la vie de tous les jours. Et moi, si j'avais à vous donner quelque chose là, en termes d'estimation, idéalement, on donne des ordres de grandeur sur le travail à accomplir. Il faut jouer quand même la game. Et si j'avais justement 2 choses que je vous dirais, c'est, première chose, on évite le plus possible d'aller granulaire dans une évaluation. Donc, si on vous demande, OK, peux-tu m'estimer telle fonctionnalité? Si on la découpe toute en stories, on découpe toutes les stories, on fait toute l'évaluation de toutes les stories. Premier problème que je vois relié à ça, c'est que souvent, au niveau de l'évaluation, on va perdre le big picture. Vu qu'on le login, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Toutes les stories, on va les évaluer individuellement, puis on va perdre le big picture de ce que ça prend pour faire les choses. Et deuxièmement, puis c'est potentiellement le plus important, mais quand vous passez du temps à évaluer quelque chose, à estimer quelque chose, vous ne passez pas du temps à développer quelque chose qui va potentiellement apporter de la valeur. Fait que, idéalement, oui, il faut évaluer, mais on garde nos lunettes puis de voir le plus big picture. Puis c'est là que je pense que ça va quand même permettre à l'entreprise de se faire un plan. Donc, à retenir au niveau des équipes, on focus sur ce qu'on peut contrôler, donc livrer le plus granulaire possible, livrer en continu. On va devoir estimer, essayer de prendre le moins de temps possible pour évaluer quelque chose. Idéalement, comme entreprise, faire des pas vers le outcome driven, fonctionner par hypothèse de valeur et montant qu'on est prêt à investir pour aller capitaliser sur cette valeur-là. Donc, en conclusion, focus sur l'utilisateur et le problème qu'on essaie de résoudre. On l'a vu dans le State of DevOps, très important pour les entreprises, pour les utilisateurs, pour les équipes d'aller dans cette direction-là. C'est quelque chose qui est, je dirais, le premier step à aller atteindre. Essayez de résoudre le problème en livrant de la valeur en continu, donc livrer, expérimenter le plus vite possible et, comme organisation, faire des pas vers le outcome driven, donc fonctionner en hypothèse de valeur plutôt que de demander aux gens « livre-moi mon dashboard en 1 mois ». J'ai quelque chose sur le dashboard? Non, non. Donc, ça fait le tour de ma présentation Ingénierie produit. Merci beaucoup. J'avais bien hâte de vous parler aujourd'hui. Vous connaissez probablement le concept de questions avec un micro. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Et si vous voulez venir me voir après la rencontre pour qu'on puisse parler de ça, comment potentiellement ça ne s'applique pas dans votre contexte ou peu importe. Je sais que vous allez potentiellement vivre des difficultés pour aller dans cette direction-là. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je travaille avec beaucoup d'équipes, je travaille avec beaucoup de clients différents, on voit plusieurs contextes, fait que ça va me faire plaisir de vous en parler. Ah ben, salut Donald. Yes? Oui, Raphaël, c'est quoi que tu vois la plupart du temps dans les compagnies que tu vas accompagner comme étant le plus gros frein à l'adoption de cette stratégie-là? Yes! Quelle bonne question. Si j'avais payé pour poser une question, probablement je t'aurais demandé de me poser cette question. Fait que, en fait, là, je ne l'ai pas vraiment. Tu sais, j'ai dit que je mettais mes lunettes roses tantôt, là. C'est très difficile d'aller vers le outcome driven. Pourquoi? Parce que on ne le réalise pas, là, mais de se faire un plan sur 1 an, on est en contrôle. Hey, on va livrer tel bloc en quart 1, on va livrer tel bloc quart 2, on se fait un beau plan. Pour le management, la stratégie produit, il y a un certain confort. Je sais qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Puis
Puis là, je suis capable de dire, hey, on va placer nos ressources pour que ça se passe. Puis là, tu sais, il y a quelque chose de très, je dirais, intéressant dans le contexte de, c'est plus rassurant. On a toujours fonctionné comme ça, fait qu'on va fonctionner par output. C'est plus tangible. Et à ne pas négliger, il ne faut pas oublier que, tu sais, là, quand je parlais de fonctionner par pari, par expérimentation, idéalement, on irait vers, on donne un problème à l'équipe. Dire, hey, mes utilisateurs, ils ne voient pas du contenu intéressant pour eux. Pouvez-vous développer quelque chose qui va dans cette direction-là? Mais ça donne des responsabilités à l'équipe. Là, avant, tu avais un beau plan, puis là, on te tapait dessus parce que le dashboard, tu ne livrais pas dans les temps, mais là, ça rajoute un peu une couche. C'est comme, non, peut-être c'est pas un dashboard, peut-être c'est quelque chose d'autre, mais découvre-le. C'est vraiment, en fait, là, pour y arriver puis faire des pas dans cette direction-là, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir un système de confiance. Ça ne va peut-être pas toujours se passer comme prévu, mais on a confiance en l'équipe de vouloir faire des bets, d'aller dans cette direction-là, mais c'est tellement plus rassurant de fonctionner en output, là. Je sais que dans un mois, je devrais avoir un dashboard ou quelque chose qui ressemble à ça. Tu sais, c'est plus facile que de se dire, hey, bon, ben, j'ai un problème, peux-tu me le résoudre? Oh, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que c'est quand même un gros shift. Puis c'est là, normalement, que les plus petites entreprises, c'est plus facile, c'est ancré. D'ailleurs, on s'en parlait tout à l'heure. Quand tu es une startup, tu sais, le développeur, il va aller parler direct à l'utilisateur. On est tout petit, alors que dans les plus grandes entreprises, c'est plus difficile. Il faut que tu coordonnes une livraison avec différentes équipes. Comment on s'arrange là-dedans? Il y a une complexité beaucoup plus supplémentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, par contre. C'était ma longue réponse à ta courte question. Ou tu veux pas un micro? Mais oui, c'est juste pour que les gens entendent aussi, s'il te plaît. Yes. Fait qu'au début, tu disais d'impliquer justement l'équipe de développement à comprendre vraiment le besoin. Y a-t-il un moment que c'est mieux peut-être d'introduire ça? C'est-tu quand on décide finalement ça va être quoi la solution? C'est-tu finalement quand on va prioriser? Y a-t-il un meilleur moment? Oui, très bonne question. En fait, on a toujours un moment en amont où est-ce que, bon, idéalement, là, pas trop longtemps avant, là, pas un an avant, mais une semaine, 2 semaines, peut-être un mois avant, on va décider qu'est-ce qu'on va construire par la suite. C'est là qu'on va s'intéresser, OK, on vit tel problème, puis là, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais vous avez peut-être du data, vous allez peut-être fonctionner vers aller chercher, poser des questions aux utilisateurs. Il y a différentes façons, des sondages, études de marché, peu importe comment vous fonctionnez. Donc, idéalement, en amont à ça, c'est là qu'on essaye d'amener l'équipe de développement. Parce que, mettons, là, quand on arrive au raffinement, là, c'est pas ça que vous faites. Là. Là, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, l'équipe, on va raffiner comment qu'on va le faire. Non, ça, c'est comme déjà trop tard. Là. En amont, si vous êtes capable de se dire, OK, c'est quoi qu'on va construire prochainement, puis là, d'amener l'équipe de développement. Puis là, quand je dis l'équipe de développement, c'est pas tout le monde. Là, puis on peut changer de personne. Moi, ça m'arrive souvent, je vais tester avec une personne, une autre personne. On va l'amener, voir donc, qu'est-ce qui va se passer. Puis il y a toutes sortes de choses qui se passent d'intéressant à ce moment-là. La première fois qu'un développeur parle à des clients, ils peuvent poser des questions. Des fois, ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais c'est vraiment intéressant de se dire, oh, OK, là maintenant, avant, je développais quelque chose, mais là, je l'ai vu pourquoi c'est important pour lui, pourquoi c'est important pour elle qu'on développe ça. Là. Puis c'est vraiment, là, quand on a écrit une story, c'est fait. Là. Ça doit être en amont de ça. Là. Fait que, même les tests, on présente une maquette à des utilisateurs, puis là, le développeur voit le feedback qui est reçu, par exemple. Fait qu'il y a une multitude de choses à faire, mais on essaye d'être idéalement, là, peut-être 2 semaines, un mois avant que ça se passe. 2 semaines, idéalement.
C'est fini. OK. Bye. Merci.